On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu qui va tenir cette année non pas un gala, mais un anti-gala qui se verra un peu la vraie nature de l'excellence. En fait, on reprend un peu les gagnants qu'on avait décernés l'an passé, mais qu'on n'avait pas annoncés. Mais d'abord, parlons des terres à boucher du côté de Saint-Luc. On a parlé aux promoteurs, on a parlé aux conseillers. C'est au tour des citoyens maintenant de réagir. Vous savez, dans les dernières semaines, il y a un enjeu au niveau municipal qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est ce qu'on appelle les terres à boucher du côté du secteur Saint-Luc, où il y avait autrefois que les pièces de camion André Boucher, terrain vacant, qui a été vendu, projet domiciliaire d'environ 200 maisons du promoteur Luc Poirier. Et il y a quelques semaines, on a reçu d'ailleurs deux des personnes impliquées dans ce dossier. D'abord, Luc Poirier lui-même, qui était en colère contre la ville. La semaine suivante, on a reçu le conseiller municipal Marco Savard, qui, lui, était un peu en colère contre M. Poirier. Bref, qu'est-ce qui ne va plus là-dedans? Mais moi, je voulais aussi qu'on ait le son de cloche des résidents, des citoyens et des gens qui seraient potentiellement touchés par ce projet-là. Et avec nous, on a l'un de ces résidents, qui est Patrice Léger-Bourgoin. Bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est proche de chez vous. Juste à côté de chez moi. J'habite sur la rue Jean-François Chabot, donc contigu au projet là, du promoteur. Bon. De quelle façon avez-vous réagi dans les premiers temps où vous avez entendu parler de ce projet-là, qu'on allait vendre le terrain, qu'il y avait un potentiel de développement domiciliaire? Étiez-vous, à prime abord, ouvert à l'idée? Absolument. Moi, j'étais ouvert à l'idée, mais mes concitoyens, mes voisins l'étaient aussi. Lorsqu'il y a eu la consultation publique au mois de novembre, il n'y a pas eu une fin de non-recevoir à l'égard du projet du promoteur. Dans les faits, au terme de cette consultation-là, on est un petit groupe de citoyens qui avons commencé à réfléchir à la question. On a fait part de certaines préoccupations à l'administration municipale, aux promoteurs également, mais ce n'était pas une fin de non-recevoir. C'était quelques préoccupations dont on voulait parler, tout simplement. Et depuis ce temps-là, on attend le rapport de consultation de l'administration municipale. Il devait être déposé en janvier et février. On n'a pas encore reçu de copie. Je présume que les fonctionnaires sont aux prises également avec la COVID, mais aussi avec un promoteur qui ne cesse de changer d'idée quant à la configuration et la portée de son projet. Quelles étaient vos, non pas vos objections, mais disons les appréhensions que vous aviez à l'égard de ce projet-là? Un enjeu de circulation, ça c'est sûr. Nos rues autour du projet des légendes, ce ne sont pas des rues qui sont conçues pour devenir un axe de transit vers, par exemple, la 104. C'est le premier exemple. Le deuxième exemple, un enjeu également de desserte des services publics. On a posé des questions bien simples, du genre, est-ce que les écoles du quartier seront en mesure d'absorber ce nouveau flux de citoyens? On n'avait pas de réponse. Schéma de couverture de risque incendie, la même chose. La caserne de pompiers à Saint-Luc est somme toute modeste. Est-ce qu'on a besoin de construire, par exemple, une nouvelle caserne? Puis, il y avait également certaines préoccupations au niveau du type de résidence à être construite à cet endroit. Les édifices à étages étaient notamment une source de préoccupation très importante de la part des citoyens parce que, comme le maire et les fonctionnaires l'ont dit lors de la présentation, c'est avant tout deux quartiers là, séparés par la terre à boucher qui sont des quartiers d'unifamiliales. Mais comment je dirais, la finalité de cette zone-là doit être du domiciliaire, j'imagine, parce que, bon, évidemment, Luc Poirier étant Luc Poirier, c'est un promoteur qui bulldoze, on a vu un peu le style. Bon, il dit, écoutez, si le monde ne sont pas contents, écoutez, moi, je vais revendre ça, il y a un droit acquis, ça peut devenir une cour à scrap, puis ça sera tant pis pour la ville, tant pis pour les citoyens. Bon, c'est un peu dit vite, là. Mais dans les faits, c'est ça, je me mets à la place d'un citoyen, j'aimerais probablement mieux avoir une maison en arrière de chez nous que d'avoir une cour à scrap. Vous savez, M. Latour, ce n'est plus une cour à scrap. Il n'y a plus de véhicules là, il n'y a plus rien là. Alors, pour le moment, c'est un champ en friche. Alors, l'administration municipale s'est engagée, à travers les consultations, à mettre de l'avant des mécanismes d'acceptation sociale. C'est quoi l'acceptation sociale? C'est lorsqu'on présente un projet, est-ce que le projet a des bénéfices pour la collectivité par rapport au statu quo?
Et pour nous, c'est clair que, comme citoyen de Saint-Luc, il pouvait y avoir des bénéfices. On n'a jamais été contre ou pour le statu quo. Ouais. On se disait tout simplement, M. Poirier a présenté un projet et il y a des choses qui, somme toute, raisonnables, qui ne faisaient pas l'affaire. Et ce qui est dommage avec ce promoteur-là, c'est que, et là, je vous le cite, là, en consultation avec les citoyens, il précise, « En tant que promoteur, je crois sincèrement que la réussite de projet repose sur 2 éléments. Le premier, une bonne information sur les projets. Il change d'idée. Déjà, 3 semaines après la présentation en consultation, il avait un plan B en tête avec une bonification de son projet avec des édifices à hauteur. Et le deuxième élément auquel il faisait référence lors de la présentation, c'est une consultation sur les principales attentes des milieux concernés. Alors, on a fait part de nos attentes. Il se pogne avec le maire sur Facebook durant le week-end. Oui, et la réplique, le mardi matin, ce sont des équipements industriels qui viennent raser complètement les arbres qui, en consultation publique, s'étaient engagés très fermement à garder. La fameuse zone tampon. Exactement. Et là, je vous cite son urbaniste. Il dit aux citoyens présents, « Un arpenteur a été mandaté. L'ensemble des décisions sur la conception du projet ont été dirigées vers la conservation des arbres sur le site. La majorité sont situés en périphérie du projet, la zone tampon, et ils seront conservés à plus de 80 %. C'est pas ça qui se passe, M. Latour. Puis, les principaux intervenants que vous avez interrogés sur la question au cours des dernières semaines parlent de manière très polie d'émondage. C'est pas de l'émondage, là. Ça a été de la coupe à blanc avec une débusqueuse industrielle. Quand on a reçu Luc Poirier, il nous explique, il dit, écoutez, moi, je pensais que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Je reçois un appel le jeudi de l'urbanisme, me dit que ça ne marche pas. Bon, il s'est défoulé sur Facebook, où il y a quand même une base de fans sur Facebook d'à peu près 25 000. Et là, comme vous dites, là, il s'est un peu pris avec le maire. Même le maire dit, écoutez, je vous invite à ne pas venir m'harceler sur ma page, bon, ainsi de suite. Après ça, le conseiller Savard n'était pas content, évidemment, quand il a commencé à faire la coupe là, de la zone tampon en question. Mais est-ce que vous pensez que la Ville a bien fait de mettre un holà sur le projet à ce moment-ci du projet? Vous savez, M. Latour, c'est difficile de se prononcer sur la question parce que, dépendamment à qui vous parlez, vous avez une réponse différente. Quand on est dans un processus d'acceptation sociale, habituellement, on précise l'évolution du projet. Et un fait est que depuis la consultation publique du mois de novembre dernier, il y a, pour ainsi dire, aucun nouveau document qui a été déposé sur la page Facebook, la page web, pardonnez-moi, de la Ville sur l'évolution du projet. Alors là, il y a des rumeurs, il y a des candidatons, il y a des contradictions et ça devient extrêmement difficile de se prononcer. Une chose est certaine pour moi, au terme de la consultation publique, M. Poirier m'a convoqué à son bureau, ça faisait dans le courant du mois de novembre, là, et il me présente un deuxième projet, une bonification de phase 2 du projet dont on n'a jamais parlé en consultation publique. Et ma réponse à M. Poirier a été, c'est pas à moi que vous devez présenter la phase 2 de votre projet, c'est à l'administration municipale qui, à son tour, doit légitimement le présenter à la population. Et à travers les branches, je crois comprendre que c'est cet élément-là qui, avec beaucoup de raisons, a indisposé l'administration municipale. Présentez un projet et présentez pas, comme il l'a dit lui-même lors de l'entretien que vous avez eu avec lui, un plan A, plan B, plan C, plan D. Bien, même le maire sur Facebook disait, en gros, là, dans l'échange virulent qui se passait sur la page de Luc Poirier, il dit, écoutez, on ne peut pas autoriser la phase 2. Autrement dit, tant qu'on n'aura pas la garantie qu'on va avoir une école, on n'est pas pour rajouter des maisons dans ce secteur-là. Ça se résume à ça. Oui, et habituellement, lorsqu'on n'est pas en pandémie, je suis habitué d'aller travailler à l'intersection de Maisonneuve et Peel à Montréal. Et quand vous regardez la densité de circulation sur le boulevard Saint-Luc,
en fin d'après-midi, particulièrement les jeudis, vendredis, par moment, là, c'est comme au coin de Pile et Maisonneuve, vous avez besoin d'avoir 3 cycles de feu de circulation avant d'avoir votre tour. Alors, c'est ce genre de questions également qu'on posait, je pense, avec beaucoup de justesse à l'administration municipale. Laurent Saint-André n'est pas capable, à cause de sa configuration, de devenir, dans l'état actuel des choses, un axe routier important pour rejoindre la 35. Alors, les gens, essentiellement, ce qu'ils font, c'est remonter Saint-Luc et sa clé de l'achalandage. Le promoteur Poirier, lui, nous disait, il dit, à la base, il dit, il y a un problème de vision dans cette affaire-là. Il dit, moi, je vois mon projet comme étant unique et indépendant de ce qui pourra arriver un jour au niveau des golfs. Du côté municipal, ou entre autres du conseiller Savard, c'est de dire, ouais, mais pourquoi on ne regarde pas ce projet-là dans son ensemble? Autrement dit, si un jour on développe une partie des golfs, celui de l'ancien de la mairie ou en partie celui des légendes, il faut voir ça comme un tout et non pas comme un projet unique. Vous, comme citoyen de ce secteur-là, vous voyez ça comment? Mais je pense qu'il faut le voir comme un tout pour la plupart des raisons évoquées tantôt, pour des questions d'absorption de population à l'égard des services publics. Également, on habite un quartier avec une densification qui est somme toute modeste, là, qu'on peut le concéder. On achète des maisons dans ces endroits-là pour avoir des arbres, avoir bien souvent, honnêtement, peu de voisins. Moi, je ne suis pas golfeur personnellement, mais j'ai de mes voisins qui sont golfeurs. Et il y a des gens qui disent, et je comprends leur point de vue, et par moment, je suis même d'accord avec ce point de vue-là. On a acheté une résidence dans un contexte particulier, puis on tient à ce que ce contexte particulier-là demeure. Ceci dit, les élus vont prendre des engagements. Tant et aussi longtemps que je suis élu, il n'y aura pas, par exemple, de terrain de golf. Mais l'élu, la journée où il ne se représente pas, où il est battu, l'engagement tombe. Alors, c'est à l'administration aussi municipale de se positionner. Mais là, on arrive sur le terrain politique, parce que sur le terrain politique, l'équipe du maire, évidemment, on est en campagne préélectorale, dit les golfs, on touche à rien. Puis les terres à boucher, ben oui, potentiellement, on développe, là, évidemment, avec le respect des règles. De l'autre côté, la majorité du conseil, ou probablement certains élus de la future équipe, Mme Bouchard, dit, écoutez, on n'est pas fermé à l'idée que peut-être un jour, on puisse développer en tout ou en partie les golfs et aussi les terres à boucher. Donc, c'est comme s'il y a deux visions là, qui s'opposent dans le développement de ce secteur-là. Et avec un non-dit également, pour être honnête avec vous. Vous savez, dans la vie, je suis lobbyiste professionnel. Alors, je comprends comment le travail de lobbyiste fonctionne, j'en suis un. On nous dit ad nauseam qu'il n'y a pas de projet de développement du club de golf des légendes à court terme. Alors, comment se fait-il qu'un lobbyiste professionnel a renouvelé son mandat au mois de novembre dernier pour continuer, selon le mandat qu'il a publié sur le registre des lobbyistes, de convaincre la ville de Saint-Jean de poursuivre la réflexion sur le lotissement du golf Les Légendes. Alors, étant moi-même un lobbyiste, ça me prend un mandat, puis il faut que quelqu'un me paie pour exécuter mon mandat. Alors, si d'une part, on nous dit « Inquiétez-vous pas, il ne se passera rien avec les clubs de golf », peut-on m'expliquer pourquoi il y a une entreprise qui paie un lobbyiste pour faire changer d'idée l'administration municipale? Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une vision d'ensemble. Si on regarde les événements des derniers mois, vous avez M. Poirier qui présente un projet pour la terre à boucher, quand, dans les faits, il y a une deuxième phase de ce projet-là. Parallèlement, on nous dit « Inquiétez-vous pas, il ne se passera rien avec les terrains de golf d'ici 10 ans », mais quelques petites recherches vous apprennent qu'il y a un lobbyiste qui travaille sur ce projet-là. Et finalement, je m'intéresse moins, honnêtement, à ce qui se passe sur le terrain de la mairie. Mais, tu sais, je pense que amener les citoyens à se prononcer à la pièce, c'est pas rendre utile, c'est pas utile pour qui que ce soit. Bon, puis ça revient à ce que je disais tantôt, où c'est un peu compliqué parce que les terres à boucher et il y a les golfs. Est-ce que c'est un tout ou pas? Bon, c'est une question. Mais tous les terrains sont contigus, hein? Oui, effectivement. Puis l'autre point aussi, parce que vous, dans le fond, vous êtes un peu comme un regroupement de citoyens, mais principalement touchés par le projet de M. Poirier. Tout à fait. Mais il existe aussi une coalition à Saint-Luc, là. Oui, tout à fait. La coalition de Saint-Luc, qui milite
pour la protection des golfs. Et, je vous le dis, je vous le réitère, moi, mon voisin, à l'arrière, c'est le club de golf. J'ai un boisé. Ouais. J'ai payé une plus-value quand j'ai acheté cette propriété-là en fonction de cette réalité-là. Et à moins qu'on m'indique que ma vie va en être meilleure au terme de l'activité du club de golf, pour le moment, je pense que le club de golf doit continuer. Et si, pour X nombre de raisons, le propriétaire du club de golf préfère monétariser son investissement, bien, il doit y avoir un processus d'acceptabilité sociale et un consensus chez les citoyens qui est loin d'être gagné à l'heure actuelle. Il y a une vaste majorité des gens qui ne veulent pas une densification urbaine au chapitre des clubs de golf. Un beau débat à venir dans cette année préélectorale. Bien, c'est sûr que nous, on compte en faire un enjeu électoral. On a écouté cette semaine l'entrevue que vous avez eue avec la candidate de l'équipe La Plante, Mme Tremblay, et on l'invite à venir rencontrer le groupe de citoyens. On va lui partager nos préoccupations. Alors, c'est une invitation, Mme Tremblay. Merci beaucoup. Bonne chance. Mon plaisir. Restez avec nous. Merci. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. On jase de golf avec Martin Ducharme du Château Beaumont. En deuxième partie, notre chum Éric Gélina directement de la Suède. Les séries commencent bientôt. Ah, ça, c'est fait à base de gin. C'est excellent. Ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Parlons de la Chambre de commerce, parlons du Gala de l'excellence ou sinon de l'anti-gala 2021 où on aura bien sûr la vraie nature de l'excellence. Avec nous pour en parler, Michel Milot, qui est directeur général. Salutations. Bonjour. Bon, l'année passée, il n'y a pas eu de gala. Malheureusement, non. Mais en même temps, ce gala-là de avril 2020, qui aurait dû se tenir, vous l'aviez préparé. C'est-à-dire que les gens s'étaient inscrits pour être, bien sûr, candidats dans les différentes catégories. Le jury avait fait son travail, les prix avaient été attribués, mais ils n'ont jamais été annoncés. Exactement. Bon. Expliquez-nous d'abord, l'année passée, évidemment, je ne vous demanderai pas pourquoi on l'a annulé. De toute façon, tout a été annulé. Mais à un certain moment, on s'est dit peut-être qu'on va pouvoir le reporter. Ou bref, vous avez jonglé avec quel type de scénario? Bien, tu sais, au début, on s'est dit peut-être qu'au mois de fin mai, début juin, on va pouvoir tenir le gala. On espérait, naturellement. On était tous un peu naïfs, finalement. On était énormément naïfs. Puis, vers la fin mai, je suis arrivé au conseil d'administration, puis je lui ai dit, est-ce qu'on le fait virtuel? Parce qu'il n'y aura pas de gala. Il y en a eu aussi qui l'ont fait virtuel. Il y en a qui l'ont fait. Longueuil l'a fait. Il y a quelques chambres de commerce qui l'ont fait. Et le conseil d'administration n'était pas tellement en faveur de tout ça. Il y a beaucoup de notoriété, il y a beaucoup de visibilité rattachée à tout ça. Puis c'est quelque chose qui se prépare longtemps d'avance quand tu changes une formule comme celle du gala. OK. Donc là, vous êtes arrivé à la conclusion, donc, on a tenté de le reporter. Évidemment, ça n'a pas fonctionné. Il n'y avait pas d'appétit au conseil d'administration pour tenir une formule virtuelle du gala 2020. Exactement. Là, on est rendu finalement un an plus tard. Oui. Et là, finalement, vous arrivez avec une formule qui, finalement, va être virtuelle, mais qui va être aussi différente. Exactement. C'est pour ça qu'on l'a appelé l'anti-gala, la vraie nature de l'excellence, la vraie nature, ce que la vie nous fait vivre présentement. Et on garde excellence et gala dans anti-gala. Donc, on a juste essayé de changer un petit peu l'image parce qu'on ne va pas le faire de la même manière qu'on l'a fait toutes les années passées, mais il y a beaucoup de travail et de préparation. Bon, qu'en est-il de ces prix
qui ont été attribués par le jury au mois de février l'année passée, mais Oui. qui n'ont pas été annoncés. Oui. Est-ce que c'est ceux-là, dans le fond, qui vont être annoncés à l'anti-gala du mois de juin? Exactement. En fait, on finit le travail qui a été commencé en mars l'an passé puis qu'on a dû mettre sur stand-by. Pour nous, c'est important de reconnaître les entreprises qui ont performé dans la dernière année avant la COVID. La portion 2019-2020. là. Exactement. C'était important aussi, il y a eu du travail de la part de ces gens-là pour se préparer, venir faire l'entrevue. Et il y a eu du travail de la part des jurys, 3 jours de temps à la Chambre de commerce pour faire les évaluations de chacune des entrevues et décider qui étaient les gagnants. Bon. Donc, ce qu'on va avoir le 3 juin 2021, c'est un gala virtuel, un anti-gala virtuel, où, en gros, on va remercier, dans le fond, les gens qui auraient dû être remerciés il y a un an. Exactement. Allez-vous ajouter d'autres catégories de style COVID ou si vous attendez pour un autre événement? Non, on n'ajoute pas de catégorie, on en a parlé, Ouais. mais on va le garder plutôt pour la prochaine année. Genre le gala en 2022. là. En 2022, on pourra faire des catégories COVID, qui a bien performé, tu sais, il y en a qui ont très, très bien Parce performé. que ça, c'est un autre volet qui ne sera peut-être pas développé cette année, mais clairement, dans la dernière année, la COVID a entraîné des défis particuliers pour les entrepreneurs. Ouais. Puis ça aussi, je pense qu'il y a un désir éventuellement de les reconnaître, ça. Oui, exactement. Puis il faut les reconnaître parce qu'il y en a beaucoup qui ont réussi à sortir la tête de l'eau puis ils ont traversé cette crise-là. Puis je pense que ça vaut la peine de les reconnaître, de les mentionner puis de lui donner toute la visibilité qu'il y a autour de ce Mais ça, on fera gala. ça dans un vrai gala quelque part en avril 2022, si Dieu le veut. Si Dieu le veut, on aimerait ça le faire présentiel. Bon, là, comment ça va se passer le 3 juin? Premièrement, c'est animé par Anouk Meunier. Oui, c'est Anouk c'était Anouk qui était censée d'être notre animatrice en présentiel. Donc, on a gardé la formule. Mais tout le reste du gala, c'est un peu... on ne peut pas le faire complètement différent. Mais comme exemple, la présentation des nominés est plus courte. Parce qu'on ne peut pas faire un gala de 4 heures en virtuel. On essaie de le faire en 1 heure. C'est difficile de garder l'attention aussi Oui. longtemps. Hein? On essaie de le sortir en 1h30. C'est notre gros défi présentement. Puis on va mettre des spectacles pour couper un peu la présentation parce qu'il y a 47 nominés, 14 catégories. Donc, on ne peut pas défiler ça sans mettre quelque chose entre là, pour attirer l'attention puis donner le temps aux gens d'aller à la salle de bain. Les gens qui sont en nomination ou ultimement ceux qui vont gagner, Oui. eux, est-ce qu'ils vont avoir le droit d'être physiquement présents? Est-ce Non. qu'ils vont être dans le vidéo? Comment ça va fonctionner? Là, ça va être photo. OK. On a déjà été rencontrés, parce que l'année passée, il faut savoir qu'on avait à peu près 15 entreprises qui avaient déjà été visitées par Rémi pour les photos. Donc, on a conservé ces photos-là à leur demande. On leur donnait le choix de refaire les photos ou de... Et puis, les autres, on les a fait la semaine dernière sur 3 jours, moi et Rémi. Donc, en photo, je remets le trophée. On a pris des photos de l'entrepreneur seul avec son équipe. On a pris différentes photos qu'on va utiliser pour le dévoilement des nominés dans le Canada français qui va commencer dès demain. OK. Et quand les gens vont regarder l'anti-gala virtuellement le 3 juin, ce qu'ils vont voir, dans le fond, vous allez être dans un studio Oui, où il y aura donc un playback de photos qui va rouler, si on veut, c'est ça? oui puis non. Photo, vidéo? Non, parce qu'il va y avoir de l'animation quand même. Parce que Anouk, OK. les partenaires qui vont présenter un prix vont venir en studio. OK. Eux vont venir, vont dire, bon, la catégorie X, les nominés sont... Et là, les photos qu'on a prises vont apparaître pour présenter les nominés avec un court texte d'à peu près 17 secondes au lieu d'une trentaine de secondes. Et puis, au moment de dévoiler le gagnant, ça va être une autre vidéo qui va partir parce qu'on va avoir filmé le gagnant. OK. Est-ce que les gagnants auront l'opportunité de faire leur remerciement, si on veut, ou d'une autre façon, je ne sais pas? Ils vont avoir ils vont avoir la possibilité de faire le De faire remerciement. ça. OK. Oui. C'est toute une logistique. En même temps, le gala de la Chambre de commerce, c'est aussi pour vous, normalement, disons, un événement qui est très générateur de revenus. Hein? Oui. Bon, quand vous avez 700 personnes au collège, bon, les repas, tout ça, les commandites. Là, arrivez-vous quand même à aller chercher un peu de revenus avec l'événement? Non, pas du tout. Pas Nous, du ce tout, qui hein? est important, c'est de ne pas être déficitaire avec l'événement. On veut donner cette visibilité-là OK. aux entreprises.
Puis pour cette année, on a eu de l'aide de la MRC. On a eu beaucoup d'argent de la MRC, qu'on les remercie. Alors, on utilise cet argent-là pour dire, bien, on reconnaît nos entreprises. On veut boucler la boucle. Exactement. De ce gala qui ne s'est pas tenu l'année passée. Exactement. Dans le fond. Et là, les gens qui vont vouloir participer, assister comme spectateurs, ils font quoi? Oui. Bien, ils peuvent s'inscrire ils vont pouvoir s'inscrire dès la semaine prochaine au ccihr.ca. Ça va être gratuit. Il y a des possibilités de menus 5 à 7 ou 6 à 8. Oui, il va y avoir 3 possibilités. On a des bouchées de la part de Mandarine, on a des bouchées de la part de Plat-Ventre et on a des sushis de Satori Sushi, un plateau de 30. Il y a une possibilité de bouteilles de vin. Fait que les gens peuvent festoyer avec nous. Puis, naturellement, les gagnants vont recevoir des bulles. Tout comme on le faisait en présentiel. Mais les spectateurs auront l'opportunité, s'ils le veulent, de se faire venir, dans le fond, de la nourriture à domicile. Ça va être un pick-up. Ça va être les gens vont aller chercher leur nourriture. Vont aller ramasser dans la journée parce que quand c'est du périssable, c'est du frais, c'est difficile à gérer. Puis on ne voulait pas embarquer dans un contrôle de température, etc., puis s'assurer que la fraîcheur est là. Donc, on va demander aux gens de venir les chercher. Donc, jeudi 3 juin, 18 heures. 18 heures. Ça devrait durer en principe 1h30. 1h30. On remet à peu près... En fait, il y a combien d'entreprises en nomination? Il y en a 47. 47. Pour combien de catégories? 14 catégories. 14 catégories. On ajoute à ça la personnalité d'affaires de l'année et on ajoute le prix mention, hommage. Michel Milot, merci beaucoup. Merci. Bravo pour s'être un peu réinventé pour les besoins de la cause et ultimement, donc, boucler la boucle de ce gala 2020 qui va se tenir de manière, disons, virtuelle le jeudi 3 juin. Si tu me permets, je rajouterais juste une petite affaire en terminant. On va faire un partage, un cross-posting qu'on appelle. Donc, les partenaires vont pouvoir partager sur leur réseau. Donc, il va y avoir une visibilité énorme. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. La vaccination est maintenant disponible chez les personnes de 60 ans et plus en Montérégie. Vous avez l'adresse actuellement à l'écran pour vous inscrire. Et bien sûr, on va vous désigner l'endroit de le plus près, évidemment, pour aller vous faire vacciner. À demain. Bye-bye.